Bonjour, bonjour à chacun. Merci déjà de l'invitation. Merci Stéphanie, Mathilde, Pauline. Si tu as dit merci, moi je suis très honorée d'ouvrir cette journée et très honorée vraiment d'être à tes côtés. C'est bien la première fois que je dis ça, hein. Mais pour moi, voilà, Christine Delory-Monberger, c'est... Tout à l'heure, j'ai introduit en disant une grande dame, mais c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée. Et vous avez pu entendre tous les liens. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un condensé, une synthèse euh, de notre posture. Et je remercie aussi deux biographes qui sont hospitaliers, qui sont dans la salle. Et vous avez dû, tout comme moi, vous sentir tellement concernés par ces enquêteurs que nous sommes aussi, finalement. Donc, je vais vous parler ce matin. Donc, j'ai 20 minutes et puis ensuite, il y a un temps d'échange tous ensemble. C'est vraiment essentiel, hein, parce qu'on est là avant tout pour avancer et faire des traits d'union, comme Stéphanie le rappelait. Moi, je vais vous parler donc de mon métier que j'exerce depuis maintenant 2007 dans un centre hospitalier à Chartres en oncologie et hématologie auprès des personnes très gravement malades et ou en situation palliative. Donc, je suis biographe hospitalière. Un biographe hospitalier, c'est quelqu'un qui fait partie d'une équipe. Ça, c'est essentiel. Et c'est quelqu'un qui va recevoir. Tu m'as vraiment ouvert la porte parce que c'est quelqu'un qui va être dans la rencontre, écouter et recevoir des fragments de récits de la personne qui va mourir et qui va lui remettre gracieusement à elle ou à une personne dédiée le livre de sa vie. Voilà ma fonction. C'est ça dont je vais vous parler dans la vingtaine de minutes qui me sont imparties. Euh, le titre que j'avais proposé à Mathilde, décidément Mathilde est au centre de tout ce matin. Voilà, c'était se réinventer face à la maladie grave, la biographie hospitalière, un nouveau soin avec un point d'interrogation, se réinventer face à la maladie grave. Il y a des soignants parmi vous et nous savons, vous comme moi, que la maladie grave obère beaucoup, beaucoup de repères. La maladie grave, elle emporte avec elle plein de petits deuils. Faire à manger peut être compliqué. Avoir des relations amoureuses peut sembler là aussi difficile. Une place dans une famille, une place dans la société, une posture, un physique, une odeur, tout ça peut être totalement bousculé. Maladie grave, c'est faire face à un questionnement aussi, euh, un questionnement qui est soit, on peut lui donner une étiquette spirituelle, existentielle. Ce questionnement, c'est qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parfois de manière totalement inconsciente, hein. Mais ce questionnement, il arrive. Il arrive parce qu'on est comme sur une espèce de butée, que l'on ait 20 ans, puisque pour ma part, nous accueillons dans le service des jeunes adultes quand ils sortent de pédiatrie, jusqu'à, on va dire, 75 ans, 80 ans, après les gens partent en gérontologie. Donc, que l'on ait 20 ans ou 40 ou 70 ans, à un moment donné, face à l'inéluctable, face à cette tâche aveugle, face à ce que l'on nomme la mort, la fin, la finitude, la rupture, le chaos, eh bien, ces questions peuvent survenir. Et au sein d'une équipe, euh, il est intéressant à partir du moment où toute l'équipe est dans ce sillon, dans ce sillage, dans cet élan, et Christine connaît une partie de l'équipe, notamment avec un médecin, et
Il n'y a pas de possibilité de proposer cette démarche de la biographie hospitalière qui aujourd'hui, ça reste encore très intime, hein. C'est proposé dans une cinquantaine de services seulement en France, mais nous œuvrons tous ensemble pour qu'il y ait, un, la reconnaissance d'un nouveau métier et un, la reconnaissance d'un nouveau soin dit de support. Donc, il est essentiel que ça puisse être instauré dans cet élan-là d'une médecine humaniste. Et à ce moment-là, ça, parmi tant d'autres choses, les actes de mes collègues aides-soignantes, eh bien, la biographie hospitalière est proposée. Et tout à l'heure, Christine parlait d'avènement et nous avons le souhait que cet avènement fasse un événement dans la vie de l'autre sans faire effraction du tout, hein. On n'est pas dans le tout dire, on n'est pas dans le tout raconter du tout. Ça, il y a pas cette injonction très contemporaine, absolument pas. D'ailleurs, généralement, on va de une séance, parce que parfois le lendemain, la personne meurt, hein, donc à 10, 12 entretiens d'une heure, ou parfois, je ne vous dirai pas, les deux personnes ici présentes savent quel est mon exploit du nombre d'entretiens, mais c'était dingue parce qu'on peut être auprès de la personne très gravement malade et en fait que la personne, elle ait un jour de vie ou 3 ans. Donc nous l'accompagnons aussi au long cours, même si à un moment donné, on met un terme au récit de soi, à cette parole de soi, comme disait Christine. Euh, donc ça, c'est important d'avoir cette idée de collégialité et de faire ensemble. Ça, c'est un premier point. Le second point, comment on peut effectivement se réinventer. Initialement, il y a 17 ans, vous allez voir que j'étais très naïve, je le suis toujours, hein, mais je pensais que l'autre, lorsqu'il se racontait, il disait la vérité. C'est ridicule aujourd'hui quand j'y pense. Mais parce que, évidemment, que j'ai pu comprendre grâce à un travail de thèse fait il y a maintenant quelques années, j'ai pu comprendre que, comme nous tous, nous sommes toujours dans notre roman. Toujours dans notre roman. C'est-à-dire que la vérité, elle est tellement subjective parce que, évidemment, celui qui raconte n'est pas du tout le même que celui qui a vécu. Évidemment. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est important. Je vous l'ai dit, je suis aux côtés de Christine. C'est un honneur. Et dans 10 ans, je me souviendrai de la soirée qu'on a passée et je vais totalement la transformer. Mais vous pouvez me faire confiance, hein. Totalement. Mais déjà maintenant, tu la Mais déjà, transformes. maintenant, je commence déjà à la transformer. Tu as raison. Et C'est la biographisation. c'est la biographisation. D'ailleurs, c'était très herméneutique. C'est en ça que nous sommes. Il n'y a pas que ce lien-là, mais évidemment, c'est totalement ce qui me nourrit, hein. Donc, soi-même comme un autre, l'altérité, la relation, Lévinas, euh, Christine de Laurie-Montberger, Ricoeur. Moi, je suis constituée de ce bois-là. Et je pense que je ne suis pas la seule ici dans le public. Donc de se réinventer, de se reconfigurer, Ricoeur disait d'ailleurs, c'est pas du vrai quand on se raconte, mais ça dit du vrai. C'est totalement ça. Et de pouvoir proposer à l'individu qui va mourir, de pouvoir faire ce travail de relecture, de se relier, de se réinventer, de se reconfigurer. Ça n'est pas qu'ils se mentent. Un jour, une psychologue, la psychologue de notre service, c'est une autre à ce jour, a été sollicitée par la revue Le Coquéron pour faire un article sur la biographie hospitalière, parce que de temps à autre, il nous arrivait d'avoir des individus en commun. C'est très rare. C'est pas du tout la même intention avec la psychologue qu'avec la biographe, hein. Donc, on est sur deux voies différentes. Moi, je ne parlerai pas de thérapie non plus, je parle d'un accompagnement et d'une présence, avant tout d'une présence et vraiment dans cette réciprocité. Donc, elle écrit son papier gentiment, elle me le fait lire avant de l'envoyer. Et là, je la regarde, après avoir lu, je lui dis, tu me fais une blague, Anne. Tu me fais une blague. Attends, mais moi, cette personne, je la connais pas. Elle dit, arrête, Valéria, tu l'as en biographie. Enfin, je dis, non, je t'assure que ce qu'elle t'a rapporté,
elle n'en a pas fait mention dans sa biographie. Et c'est là qu'on s'est vraiment aperçu qu'il y avait une reconfiguration avec le psychologue. Elle était vraiment allée voir comme quelque chose de très profond, alors qu'avec le biographe, c'est souvent une image que je prends. Ils sont comme sur un fil des funambules et avec le biographe, il retrouve cette verticalité pour ne pas tomber parce que vraiment, ils font tout le travail, hein. Nous ne sommes là, nous autres, que pour écouter. Alors bien sûr, tu as totalement raison dans tu disais, nous sommes des co-chercheurs et tout à fait. Et l'écoute, c'est une affaire sensible, évidemment. Mais nous n'avons pas, tout comme nous n'avons pas d'injonction à tout dire, il n'y a pas d'objectif que nous avons. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc ça leur permet cette possibilité de tirer le fil à soi, un fil à soi introspectif, subjectif, totalement. Ça leur permet parfois d'aller dans des territoires qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'on peut souvent rester dans la salle d'attente, dans notre salle d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait 300, 350, 400 accompagnements et je me rends compte que très souvent, et je suis dans la Beauce. C'est important de le préciser parce que dans ce territoire français, il y a beaucoup évidemment d'agriculteurs, hein, le grenier de la France, et ces individus n'ont pas eu le choix de leur trajectoire de vie. Et souvent, ils sont restés dans une salle d'attente de leur vie. Et là, peut-être en une journée, en une semaine, en un mois, on leur propose, il leur est donné cette possibilité d'aller dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas, qui s'appelle eux-mêmes. Et à la remarque, vous savez, madame, je n'ai rien fait de ma vie, je n'ai vécu aucun de mes rêves. Là, c'est ce qui peut m'ébranler. Hier, Christine, elle me demandait quelle est la posture pour ne pas être impactée. En fait, cette affirmation-là de quelqu'un qui vient me voir, qui soit hein, une jeune maman, qui me dit, mais moi, Valéria, j'ai deux enfants de 2 à 4 ans, je ne peux pas mourir. J'ai rien fait de ma vie encore. J'ai ces enfants élevés, tous mes projets. Ou alors un homme de 70 ans. Mais j'ai passé 50 ans sur un tracteur. Qu'est-ce que j'ai à raconter? J'ai fait aucun de mes rêves. Ça peut m'impacter. Et une chose incroyable, c'est justement qu'avec cet objet un peu très simple, hein, vraiment, c'est très très simple. C'est très simple comme proposition. Avec cette proposition, eh bien, l'autre peut, à un moment donné, retrouver sa densité d'existence, peut retrouver euh, une consolation dans cette délicatesse que tu nommais. C'est très important pour nous, cette forme de simplicité et de délicatesse. Et maintenant, sur le deuxième item, la deuxième partie de l'interrogation, c'est l'ABH, la biographie hospitalière comme un nouveau soin. Dit de support en cancérologie, c'est notamment tous ces soins qui émergent pour justement être dans une certaine forme de médecine humaniste. Je regarde mes petits papiers et ensuite j'ai envie de vous lire un petit extrait, si vous le permettez, un verbatim d'un livre pour que vous sachiez que le biographe, il est là pour tenir parole et rendre parole. Ça, c'est essentiel. Euh, et ça participe, comme le disait tout à l'heure, à cette force de vie, euh, comme comme le nommait Christine. Donc, comme un soin. C'est de prime abord, évidemment, une mise en mouvement euh, cette démarche. Et j'aimerais aussi vous dire qu'il y a soin, pas uniquement pour la personne biographée, il y a soin également pour les destinataires. Je cite souvent Annabelle, mais Annabelle, 6 ans, quand elle va lire le livre de son papa, elle a dû le lire, hein, parce que ça fait longtemps que je la prends en exemple, mais elle m'a nourrie. Donc, Annabelle, 6 ans, elle découvre que le livre est pour elle. Ah, Annabelle, elle sourit.
Elle s'assoit à ma place, elle ouvre le livre et elle voit, qu'est-ce qu'elle voit à la fin du livre? Ce que je n'avais pas mis de prime abord, hein. Elle voit, ça c'est un livre par exemple. Elle voit des pages blanches. Elle dessine papa qui est mort 1 an et demi avant, maman, sa petite sœur. Et un jour, elle a dû lire à la fin du livre je vous aime tous, des paroles d'amour de son papa. Et quand même, un individu qui peut lire des mots d'amour de son parent, je me dis que c'est un individu qui va grandir peut-être un peu plus droit, un peu plus fort, un peu plus plein de tout ça. Donc il y a, voilà, ces destinataires qui aussi euh, on prend soin, et les deux biographes qui sont là le savent, on prend soin tout autant de la personne gravement malade que le destinataire, celui qui va lire le livre, parce que lui va rester en vie. Et qui plus est, le livre, ça fait trace. C'est une espèce de... j'adore ce mot, mais comme je veux pas... je veux pas un cénotaphe, c'est ça, un cénotaphe de papier, c'est totalement ça. Donc, et puis il y a d'autres bénéficiaires qui sont les soignants. Ça, de prime abord, j'y avais pas songé. Après, on pourra en parler pendant l'échange peut-être. Donc, un nouveau soin parce que chacun est dans un processus qui met en marche et qui montre qu'on est en reconstruction jusque vraiment au dernier moment. Donc, il y a des apaisements même physique, hein, pour les personnes hospitalisées dans le service ou on va en continuité de soins aussi à domicile. Apaisement physique, apaisement existentiel. Euh, j'ai encore 5 minutes, je vais conclure. Donc, il y aurait tellement de choses à dire qu'en fait, la BH, c'est aussi comme une sorte d'espace de réanimation. On passe du chaos à quelque chose d'organisé. Et ça participe aux soins aussi. Je vais vous lire comme je vous l'ai promis et que je vois que les 20 minutes vont bientôt être écoulées. C'est un monsieur, il s'appelle Pascal. Ah, pas du tout, je vous en ai pris un autre. Alors, c'est un monsieur, il a, dans mon souvenir, une soixantaine d'années. Il est kabyle et le titre de son livre, c'est Mon Olivier. J'ai attrapé un virus dans les poumons, 3 semaines de réanimation, 15 jours de sommeil profond obligatoire, de coma artificiel. J'étais trop agitée, il fallait m'endormir. Après la réanimation, ils m'ont remonté chambre 106. Il a fallu réapprendre à marcher, parler, boire. C'est ce que ça m'a fait. Quand j'étais en réanimation, j'ai fait un rêve qu'on a du mal à imaginer. J'ai voyagé. J'étais en train de faire la circulation en pleine gare et je suis allée voir mes parents en Algérie. Tout le monde chantait, les infirmières, je les entendais, mais je ne les voyais pas. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est retourner en Kabylie. C'est mon rêve de retourner là-bas. Envie de passer par les petits chemins, de suivre ces petits chemins où j'ai marché pieds nus, me mettre sous l'ombre de l'arbre, aller voir les gens que j'ai aimés au cimetière, ma grand-mère maternelle, mes oncles, mon père, ma mère. Un père et une mère, on ne les aime pas. On s'aime, soi. Quand je suis revenue de réanimation, mon seul désir était de retourner sur la tombe de mes parents, leur demander pardon, même au-delà. J'ai peut-être pas fait mon devoir, pardonnez-moi. C'est ça que je veux leur dire. Le fait que j'ai vu la mort de près, ça change les choses. Par exemple, cet après-midi, quand je vais sortir de l'hôpital et que je serai à la maison, il faut que je renifle les murs. On aime bien les choses quand on ne les a pas. Merci.